Chers téléspectateurs de Manara TV, bienvenue sur ces plateaux où nous nous entretenons avec un invité, l'entretien qui porte sur la communication du président de la République hier face aux médias. À cet effet, nous recevons sur ces plateaux M. Woyé Adamou, chercheur postdoctoral en sciences politiques, enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena, à la faculté précisément des sciences juridiques et politiques à l'université de N'Djamena, c'est cela? C'est cela, merci. Merci d'être des nôtres sur ce plateau. Nous allons ensemble essayer de décrypter l'intervention du président de la République. D'abord, la toute première question, c'est celle de savoir, est-ce que le timing de cette communication est fortuit? Le choix de la journée d'hier? Le choix de la journée d'hier est historique, dans la mesure que c'est le 1er décembre, une journée qui instaure le Tchad dans une reconfiguration de la démocratie qui était déjà au départ de la Première République. Et donc du coup, cette journée, elle marque une rupture de la dictature et aussi elle marque une rupture de la politique française, de la défense française au Tchad. Et je pense que cette journée est très spéciale et pour notre pays et aussi pour la coopération militaire et la diplomatie tchadienne. Il y avait déjà, avant cette communication du président de la République hier, il y avait un communiqué qui annonçait la rupture de la coopération militaire avec la France. Estimez-vous que l'intervention du président de la République hier avait apporté des précisions sur ce que certains ont estimé comme zone d'ombre sur le communiqué du gouvernement? La déclaration du président de la République était très précise, très claire, dans la mesure qu'elle faisait rupture à cet accord pour la deuxième fois, parce que les accords de défense ont été signés le 15 août 1960 au Tchad, et ils ont été rompus en 1975 par le président Félix Malon. Et aujourd'hui, on a encore un communiqué du gouvernement qui dénonce donc ces accords de 1976, du 19 mai 1976, et qui ont été reconfigurés dans différents accords qui sont restés secrets. Mais je pense que la déclaration du président de la République ne saurait être une déclaration qui soit touffue ou qui soit encore qui puisse avoir des zones d'ombre. Elle est très précise, elle dit très clairement que le Tchad veut donc conserver sa souveraineté très jalouse. Et de ce point de vue, on rompt ces accords, on dénonce ces accords de défense et de sécurité qu'il y a eu entre le Tchad et la France. Et je ne pense pas que les uns et les autres, oui, le monde politique est un monde de contestation, de remise en cause. Tout ce que vous allez faire ne sera pas vu dans un sens positif par tout le monde. Il y aura toujours des personnes qui considéreront que la déclaration du président de la République a certains manquements. Mais à mon avis, je ne pense pas. Il a, n'est-ce pas, balisé toutes les inquiétudes dans la mesure que dans ses discours, dans ses déclarations, il est dit que le Tchad ne quitte pas un maître pour s'attacher à un nouveau maître. Donc, on suppose que la déclaration qui renforce davantage le communiqué du gouvernement nous permet aujourd'hui de savoir que nous avons dénoncé les accords avec la France. Nous n'allons pas encore signer des accords avec d'autres États pour qu'ils viennent rester, s'établir longtemps chez nous. On a l'impression tout de même que les portes ne sont pas hermétiquement pour autant fermées. Par exemple, sur ce passage, depuis plusieurs décennies, le Tchad et la France entretiennent une coopération dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine militaire. Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Ça ne ferme pas pour autant la porte. C'est dans la configuration actuelle. Ça veut dire qu'il pourrait avoir des négociations. On constate qu'il y a une sorte de désiétude et qu'il faille, n'est-il pas encore négocier d'autres possibilités? Le Tchad estime que peut-être la France ne fait pas assez, ou bien ces accords
ne conviennent plus aux temps actuels. Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'il faut les accords ne conviennent plus aux temps actuels. Les accords ont été signés d'abord dans un premier temps pour assurer la formation. Si nous lisons la disposition du premier article de l'accord de 1976, du 19 mai 1976, il est dit clairement que l'armée française vient pour organiser et instruire les armées tchadiennes. C'était un accord d'assistance technique militaire. Ce n'est pas un accord de stationnement. Lorsque vous lisez la disposition de l'article 4 de ce même accord qui dit que l'armée française, le personnel de l'armée française fait partie du rang de l'armée tchadienne et qu'ils revêtent même la tenue de l'armée tchadienne. Et ils ne peuvent que garder leur garde. Mais ces accords n'ont pas dit qu'ils doivent se stationner dans le territoire tchadien. Mais compte tenu de la configuration socio-politique et conflictuelle du Tchad, d'antan, avec la guerre contre la Libye et avec les guerres internes qui se sont déroulées, la France a trouvé donc le moyen de s'installer durablement avec son armée et même contrôler les ressources. L'objectif de l'armée française au Tchad n'était pas simplement pour former les armées tchadiennes ou encore pour assurer la sécurité du Tchad. C'était d'abord pour assurer la sécurité propre des Français et leurs biens. D'abord même, c'est ce qui est dit dans le livre blanc de la France. C'est ce livre blanc qui organise l'armée, organise le système de la défense française. Donc ce livre prévoit que les armées françaises, dans ce qu'on appelle les opérations extérieures, doivent donc s'installer dans les colonies, dans les États, afin de conserver, afin de protéger les ressources françaises, les ressources économiques bien entendu. Maintenant, si le gouvernement tchadien estime que dénoncer les accords de 1976 et avec les autres accords qui s'en ont suivi suppose donc qu'il devrait y avoir un autre accord, mais l'État ne peut pas fonctionner en vase clos. Il y aura toujours des partenariats, mais ces partenariats doivent être définis sous une autre forme. Ça suppose que le Tchad ne ferme pas sa porte à la France dans sa politique générale, mais elle ferme sa porte à la France dans sa politique militaire. Parce que si l'air ne convient pas aujourd'hui, nous avons eu tout récemment à faire face aux terroristes de Boko Haram, oui, tout à fait. L'opération Ascanit. Pourquoi l'opération Ascanit? Pendant que l'armée française était là, elle n'était pas intervenue. Elle n'avait même pas apporté de soutien. On n'a pas vu un militaire français aux côtés de l'armée tchadienne. Pourquoi ils sont là? Ils sont là pour assurer notre sécurité. Si c'est la tendance ici, ils devraient intervenir. Ils ne sont pas intervenus. Lors de la guerre, de l'opération Boama, dirigée par le feu maréchal, le président Idriss Déby Itno, l'armée française n'était pas intervenue. Un peu partout, lorsque le Tchad est attaqué, l'armée française n'intervient pas. Mais s'ils doivent intervenir simplement pour assurer leurs intérêts, ils le feront. Est-ce qu'il y a une clause de cet accord qui prévoit l'intervention de l'armée française lorsque le Tchad est attaqué ou bien le Tchad est en danger? Il n'y a aucune clause qui dit que l'armée française doit intervenir sur la demande de l'armée tchadienne. Dans l'article 4, l'armée française ne réalise des opérations que sur la demande du gouvernement tchadien. Mais lorsque nous voyons les armées françaises faire leur formation, ils circulent dans les airs avec leurs avions, les RNF et autres, tout ça. Et moi je me rappelle quand on était gosse, on voyait les militaires tchadiens, les militaires français qui étaient même partis jusqu'à Gounagaya, motorisés. Et ça va supposer qu'ils utilisaient le territoire tchadien comme un espace d'entraînement et que cet espace d'entraînement pouvait leur permettre de faire tourner leurs appareils, puisqu'en France, ils n'ont pas cet espace pour pouvoir le faire. Et la société française, civile française, ne permettra pas aussi que les avions puissent circuler à tout moment dans la ville. Mais comme ils viennent ici, ils ont trouvé un espace libre et ils le font. Et deuxièmement, dans ce livre blanc de la politique française de défense, c'est que les territoires africains, précisément le Tchad, est une zone tampon. Une zone tampon en ce sens qu'à partir du Tchad, l'armée française pourra faire des opérations un peu partout. Mais à votre question de savoir si l'armée française peut intervenir, elle intervient que sur la demande du gouvernement tchadien. Mais je suis sûr que lorsqu'il y a des actes terroristes contre notre sécurité, contre nos citoyens, et que les militaires meurent sur le terrain,
je ne crois pas que le gouvernement ne puisse demander à la France d'aller les soutenir. Et d'ailleurs, même si on ne le demande pas, ils peuvent en faire la demande et le gouvernement leur autoriserait d'aller faire la guerre à nos côtés. Mais ils ne l'ont jamais fait, si ce n'est que pour faire la guerre, défendre leurs intérêts. Je parlais tout à l'heure du timing choisi pour annoncer cette rupture. Le ministre français des Affaires étrangères était au Tchad, il quitte le Tchad et c'est après qu'on annonce la rupture. Comment peut-on interpréter cette rupture annoncée après le départ du ministre français des Affaires étrangères? L'interprétation de cette rupture juste après, je crois que c'est à 2 h du matin que j'ai vu le communiqué du gouvernement, est complexe d'explication dans la mesure que le ministre des Affaires françaises arrive, et je ne sais pas comment ils ont discuté, sur quoi ils ont discuté, et du coup, on annonce que le Tchad rompt ses relations militaires avec la France. Oui. Et le gouverneur français, lui aussi, il était surpris, mais moi, en tant que chercheur, je me questionne sur plusieurs autres choses. Peut-être que pendant l'échange qu'il y a eu entre eux, ils ne se sont peut-être pas entendus sur certains points et que peut-être la proposition du gouvernement français maintenant l'armée française au Tchad ne sied pas peut-être à la politique du gouvernement tchadien. Et donc on peut faire des variables d'explication, mais pas avoir une explication claire, tant si le gouvernement lui-même ne nous dit pas ce qui s'était passé, mais on peut simplement faire des spéculations. Mais des spéculations en science, je pense que c'est difficile. Mais pour moi, je crois que c'est un timing qui semble être sorti de l'ordinaire, parce que le gouvernement français ne s'y attendait pas, selon les informations que nous recevons de la part des médias français. Le gouvernement français ne s'y attendait pas, ça lui est tombé dessus comme une massue. Et c'est aussi une technique du gouvernement tchadien qui semble être professionnelle à pouvoir faire cela, et surtout que cette dénonciation d'accords militaires entre le Tchad et la France s'est fait dans une condition de courtoisie, on va dire, et dans une condition de diplomatie beaucoup plus apaisante qu'ailleurs. Et je pense que c'était une... Vous faites allusion au Mali? J'ai fait allusion au Mali, Niger, au Burkina, oui, qui avait eu le soulèvement populaire, et ainsi de suite. Et il y avait eu un désaccord total qui s'était même déroulé par les attaques contre l'ambassade française au Niger, par exemple, ce qui était contre la politique internationale. Et donc le Tchad a brillé par sa technique à dénoncer ces accords dans un sens d'apaisement qui me semble être la bonne façon de faire. Oui, vous parlez de la diplomatie et nulle part l'on ne voit, par exemple, un délai pour dire à partir de tant période, le dispositif de l'armée française doit quitter le Tchad. Et nulle part cela ne figure. Est-ce que c'est justement la diplomatie dont vous semblez faire cas? Oui, dès lors qu'un État prend une déclaration pour dénoncer un accord, tout de suite on ne demande pas à l'armée de partir, on ne demande pas directement de plier bagages. On a une période, on permet à organiser le départ de cette armée. Ça s'est passé au Niger, ça s'est passé au Mali? Au Niger, au Mali, ça s'est passé dans la violence. Oui. Par contre, au Tchad, ça s'est passé dans la diplomatie la plus respectueuse qui soit. Les accords ont été signés dans un respect et ils ont été dénoncés dans un respect de l'un pour l'autre. Et je ne pense pas que le gouvernement tchadien puisse demander d'une manière active au gouvernement français de quitter, comme les autres l'ont fait, par la force. Mais je crois qu'ils auront le temps de pouvoir s'organiser et de plier bagages dans le sens à pouvoir conserver cette relation qu'il y a entre le Tchad et la France. Cette relation qu'il y a entre le Tchad et la France ne se limite pas simplement, comme le président de la République l'a dit, ne se limite pas seulement à la défense. Elle est culturelle, elle est économique et elle est même un peu beaucoup plus élargie même aux opérateurs économiques et tout cela. Donc, mais pour l'heure, en dehors du domaine militaire, aucun autre aspect des coopérations avec la France n'est remis en cause. Et c'est pour cette raison qu'on ne pourra pas demander à l'armée française de plier bagages après que la déclaration soit faite ou bien après que le communiqué soit fait. Il va y avoir une préparation. C'est une armée qui va partir. Donc il faut que les armées se préparent. Il faut donc ouvrir les portes
il faut donc négocier le départ entre le stationnement du Tchad ailleurs. Donc on ne peut pas quitter avec les avions militaires d'ici en France, c'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait un autre espace de stationnement pour que la France puisse ramener ses troupes et tout son matériel chez elle. Ça reste dans le domaine du négociable, c'est-à-dire que l'armée française reste ou que l'armée française parte, se redéployer ailleurs, c'est toujours des négociations qui sont en perspective. Exactement. Alors, comment interpréter la réaction du gouvernement français, de la France, qui dit avoir pris acte? Le gouvernement français ne pouvait que prendre acte, dans la mesure que le communiqué du gouvernement a été lu et a été divulgué, connu de tout le monde. Le gouvernement français ne pouvait pas faire obstacle à ces communiqués du gouvernement tchadien, dans la mesure que le Tchad est un État souverain qui décide de quelle manière elle doit entreprendre sa politique internationale avec les acteurs internationaux confondus. Mais il y a la possibilité aussi que la France commente cette décision du gouvernement tchadien, mais elle n'a pas voulu commenter. Est-ce que ça ne veut pas dire que la France est restée dans la logique de pouvoir négocier en concédant ou en acceptant, si vous voulez, d'intégrer les préoccupations du gouvernement tchadien dans cet élément de négociation qui pourrait être posé sur la table, par exemple? Oui, les portes sont toujours ouvertes. Je parle pour le gouvernement. Vous ne parlez pas au nom du gouvernement, vous n'êtes pas le ministre des Affaires étrangères ni des armées. Je pense que les portes de négociation seront toujours ouvertes. Mais à ce que je sache, à mon avis, le gouvernement ne pourra pas faire recul dans le sens de pouvoir stationner les forces militaires françaises. Alors, elles peuvent simplement, peut-être dans le cadre de l'assistance militaire, continuer à perdurer les relations, mais pas que l'armée française puisse s'installer avec tout son dispositif militaire, avec un nombre militaire excédentaire, avec, je sais pas, son matériel militaire, comme si c'était une armée d'occupation du territoire. Je pense que c'est à ce niveau comment que le jeu va se faire. Et le gouvernement français ne pouvait pas non plus dire non à la politique tchadienne, parce que cette politique, elle est dictée toujours par le président de la République, et le gouvernement ne peut qu'appliquer cette politique-là. Et donc, de ce point de vue, le gouvernement français doit plutôt négocier avec nous comment partir. C'est la question qui doit être posée. Comment partir et quand partir? Oui, c'est ça la question. Oui. Et justement, ça va être des négociations entre les deux gouvernements. Exactement. Quand et comment partir du Tchad. Est-ce que ce qui est arrivé, ce qui est annoncé par le gouvernement tchadien ne traduit pas le fait que les stratèges français n'est pas suffisamment intégré, n'est pas suffisamment pris en compte ce qu'on pourrait appeler le sentiment anti-français qui se sont manifestés dans plusieurs pays africains et notamment aussi au Tchad, mais pas de la même ampleur. Est-ce qu'il ne faille pas remettre en cause un peu la stratégie des spécialistes français pour intégrer justement ces sentiments des Africains qui estiment qu'après 60 ans, les États sont devenus majeurs et que les interventions intempestives de quelque puissance que ce soit dans les affaires intérieures des États doivent cesser ou bien doivent être vraiment limitées à un certain nombre de domaines précis pour que les Africains se gèrent eux-mêmes, décident eux-mêmes de ce qu'ils doivent faire de leur diplomatie, de la coopération, avec quel État faut-il entreprendre des relations, nouer des relations, ne pas être confiné dans une seule relation avec un seul pays. Alors, je pense que l'Afrique d'hier, les gouvernants d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Il y a une reconfiguration politique, il y a une évolution culturelle, sociopolitique de nos intellectuels comme de nos gouvernants, qui sont donc entraînés à comprendre que l'intérêt de l'Afrique et l'intérêt de nos États doivent primer sur les intérêts des autres, comme eux, ils en ont fait. Alors, évidemment, les stratèges et les spécialistes français qui entourent le gouvernement français, qui leur donnent des idées, qui donnent des connaissances pour qu'ils puissent continuer à maintenir les États africains sous le joug colonial à travers l'armée française. J'ai d'abord publié un article
sur que j'appelais l'articulation, la réarticulation. La réarticulation Oui. Du dispositif militaire français, 2 points, au Tchad, 2 points, enjeux et risques. Le titre de cet article m'a été proposé par la directrice de publication de l'Institut de recherche et stratégique de France. Et quand j'ai écrit cet article pour être publié dans leur revue, j'avais été critique. J'avais été critique parce que les intellectuels français, certains intellectuels, je ne dirais pas tous, certains intellectuels français et d'autres stratèges français qui conseillaient au gouvernement français de ne pas offrir des armes. Ils conseillaient au gouvernement français d'offrir des armes rustiques, des armes qui ne valent rien aux États africains et de ne pas répondre à leur politique de défense. Étant entendu qu'on était dans une période de tumulte au Mali, au Burkina Faso, où l'armée française a été rejetée, dans le sens populaire du terme. Mais donc, j'ai fait cette critique au gouvernement par mes écrits en disant donc au gouvernement français que ce redéploiement de l'armée française au Tchad ne signifie pas la fin des choses. Il se pourrait qu'au Tchad aussi, étant entendu que le vent de la remise en cause de la défense, de la politique militaire française en Afrique est en cours, il faudrait donc que l'armée française ou bien le gouvernement français commence déjà à entreprendre des stratégies qui soient celles de former les gens comme ils le veulent, de leur donner les armes qu'ils veulent afin qu'ils assurent leur sécurité eux-mêmes. Mais cet article n'a pas été publié. J'étais obligé donc d'envoyer cet article à l'Institut de géopolitique appliquée en France pour être publié. Mais là encore, ils ont sauté toutes les parties critiques qui donc disaient aux Français de ne pas tenir compte simplement de leurs intellectuels qui leur donnent des conseils, alors que de voir la réalité. La réalité internationale aujourd'hui montre que les Africains veulent leur souveraineté, sont jaloux de leur souveraineté comme autant qu'ils le sont. De ce point de vue, il faudra donc libérer l'espace. Et la libération de cet espace suppose donc la mise en place, la réconfiguration de la politique de la France en Afrique et au Tchad. Ils ne nous ont pas entendus, mais aujourd'hui, dès que j'ai lu ce communiqué, je me suis dit, oh voilà, la prédiction a été actée par le communiqué du gouvernement tchadien. Et ce qui m'a encore été le plus donné de la joie au cœur, c'est le fait que le président de la République ait déclaré que le Tchad ne quitte pas l'armée française pour aller s'attacher à un nouveau maître. D'ailleurs, cette question, je l'ai écrite dans un article que j'ai publié à la revue des CAMES sur le discours du souverain captif, le revirement de la diplomatie des États du Mali et du Burkina Faso, dans lequel j'ai dénoncé effectivement cette politique de quitter un maître et aller s'attacher à un autre, notamment la Russie, l'armée russe. Donc, il était temps que les Africains, à partir du Tchad, comprennent que nous aussi, nous avons nos possibilités, nos stratèges, nous avons également une capacité de mettre en place une armée qui soit puissante. Parce que l'armée, effectivement, est un élément de puissance extérieure. Il faut l'entretenir, il faut la former, il faut donc acheter, il faut donc l'équiper. Et cet équipement suppose donc qu'on doit entretenir des accords, pas des accords, des partenariats avec des autres États qui peuvent nous donner des armes que nous voulons afin d'assurer nous-mêmes notre sécurité et pour protéger nos biens et nos citoyens. Aujourd'hui, c'est le domaine militaire. Ne faut-il pas croire que cette rupture pourrait concerner d'autres domaines, les domaines économiques par exemple, le domaine de la coopération technique, des recherches? Est-ce que ça ne pourrait pas, le Tchad ou d'autres pays africains ne pourraient pas demander que ces domaines également soient beaucoup plus, fonctionnent beaucoup plus dans l'intérêt des pays africains, que ce soit dans l'absolu, dans l'intérêt des Français? Alors, le pouvoir, c'est l'argent et l'armée. Le pouvoir politique, il y a l'argent et l'armée. L'armée est un instrument de pouvoir. On a rompu parce qu'on veut conserver notre souveraineté, notre armée, on veut la développer, on veut donc assurer la totale professionnalisation de cette armée. Mais je ne pense pas qu'on puisse encore chercher donc à se renfermer sur nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, le monde est un monde ouvert. Le Tchad ne peut pas se renfermer sur lui-même en dénonçant ou encore en dénonçant des accords économiques et tout ça, les accords culturels, les accords scientifiques. Ce sont des choses qui sont importantes pour le développement de notre pays.
On ne peut pas fermer les portes. On a fermé les portes à la défense parce qu'on se rend compte que ça ne nous aide pas. L'armée française ne nous aide pas. Lorsque nous sommes en situation, elle ne vient pas à notre rescousse. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé d'en découdre avec cet accord. Mais nous n'allons pas demander aux opérateurs français de quitter le Tchad. Nous n'allons pas demander aux coopérants français, dans la mesure que le Tchad entretient toujours des bonnes relations diplomatiques. L'ambassadeur français n'a pas rompu nos relations diplomatiques avec la France. Et n'ayant pas rompu ces relations, je ne pense pas aussi qu'on puisse rompre les relations économiques, les partenariats culturels et scientifiques avec les autres. Je ne pense pas et je ne conseillerais pas cela au gouvernement tchadien, dans la mesure que le monde est un monde aujourd'hui ouvert à tout. Pour rester dans le domaine militaire, le président de la République dit cette manière ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire, où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment lors des attaques des terroristes de Boko Haram. Et le président de la République estime que les Français ne font pas assez, ou bien n'ont pas fait assez, ou ne sont pas intervenus, ou étaient restés absents au moment où ils devraient être aux côtés de l'armée. Il n'y a pas mieux que le président de la République pour apprécier l'intervention ou bien la présence militaire française sur le théâtre d'opération, puisque lui, il est militaire. Il a été plusieurs fois sur le terrain et tout récemment dans l'opération Ascanit. Il est mieux placé que quiconque pour dire que l'armée française n'est pas sur le terrain. Et c'est vrai. Nous suivons à travers les réseaux sociaux et tout ce qui se passe. On n'a jamais vu un militaire français sur le terrain. Et même lorsque le Tchad était intervenu au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, c'était les armées tchadiennes qui étaient au devant de la scène. Mais dans le discours officiel que nous écoutons ou encore que les médias parlent, on met beaucoup plus en avant l'armée française. Et donc, sur tous les plans, on ne peut pas dire que l'armée française est sur le terrain. Parce que moi, je n'ai pas encore vu pendant la lutte contre le terrorisme ici au Tchad qu'un soldat français était tombé. Je n'ai pas vu. Mais ils sont tombés au Mali, ils sont tombés un peu partout par ailleurs. C'est vrai que quand un être humain meurt, il faut quand même considérer que la vie humaine est sacrée et on ne doit pas banaliser la mort d'un être humain. C'est vrai qu'ils sont tombés ailleurs, mais ici au Tchad, lorsque le gouvernement, l'armée française, l'armée tchadienne je vais dire, fait face à l'insécurité qui va grandissante dans le lac, surtout avec le terrorisme, mais le gouvernement français n'a jamais daigné envoyer même ne serait-ce qu'un communiqué pour dire que nous sommes avec vous et que l'armée française est disponible pour pouvoir aider à survoler les espaces ou encore à donner les informations à l'armée tchadienne dans le cadre de ces opérations. Les velléités souverainistes se manifestent ça et là dans beaucoup de pays. 66 ans après la proclamation de la République du Tchad, c'est normal qu'un État souverain se prenne en charge à tout point de vue sur le plan militaire et sans s'intéresser ou bien d'intégrer le mouvement mondial sur le plan économique, sur le plan technique. Est-ce que le Tchad ne doit pas lui-même se donner les moyens de faire face à ces défis de quelque nature qu'ils soient? Tout État qui existe à travers sa population, son gouvernement et son territoire doit assurer la survie de sa nation par la mise en place des politiques publiques de développement économique. Et ce sont ces politiques publiques de développement économique qui sortiront l'État tchadien de sa situation économique précaire et faire de lui un État souverain. Parce que la souveraineté est un mot qui est complexe sur le plan international et sur le plan interne. Il s'applique par la réalisation des actions concrètes. Vous pouvez réaliser vos actions concrètes et vous considérer comme souverain lorsque vous avez les moyens pour pouvoir le faire. Et cette souveraineté ne se décrète pas. Elle ne se dit pas dans les discours, elle s'applique dans les actions au quotidien des gouvernants. C'est ceux qui gouvernent à travers le président de la République, à travers son ministre, à travers son gouvernement,
et à travers les autres institutions de la République qui font que la souveraineté doit être considérée comme réelle et non comme virtuelle, dans la mesure que c'est dit dans les discours sur le plan international comme sur le plan national. Nous voulons la souveraineté, nous voulons la souveraineté. On ne demande pas la souveraineté, mais la souveraineté s'acte par les actions et se vérifie par ce que l'on voit et ce que l'on fait. C'est à cela simplement que les autres États sur la scène internationale vous respecteront. On ne vous respecte pas parce que vous voulez que vous soyez souverain, on vous respecte parce que vous avez les éléments de la souveraineté, l'économie, l'armée, une puissance diplomatique et un gouvernement qui exerce une plénitude de sa politique dans le cadre de la mise en place des politiques publiques pour le bien-être des citoyens. C'est à ces choses que la souveraineté devient une réalité et non un discours. Si nous continuons donc à demander la souveraineté et que nous ne réalisons pas les politiques économiques et que nous ne réalisons pas la politique de la défense, c'est-à-dire professionnaliser l'armée, lui donner un matériel militaire bien conséquent et que cette armée se professionnalise, c'est vrai qu'elle est professionnelle, mais elle doit se professionnaliser. Lorsque vous partez, lorsque moi j'ai regardé, je ne suis pas militaire, mais en tant que chercheur, je peux quand même dire un certain nombre de choses sur la stratégie de l'armée lorsqu'il y a la guerre. Quand j'ai vu les armées tchadiennes aller faire face à Boko Haram dans l'opération Ascanit sur le lac, vous partez en face de vous, vous avez un ennemi, vous le minimisez. Vous minimisez cet ennemi, vous le considérez comme un bandit. C'est une erreur. Les terroristes, ce sont des gens qui se forment au quotidien. Et vous partez faire la guerre contre un ennemi qui vous attend et vous criez. Vous faites des you-you, vous faites des mouvements, vous faites des parades. On vous observe, on vous voit venir. Mais comment est-ce qu'on ne vous attaquera pas? L'armée, c'est la stratégie. La stratégie, c'est la surprise. La surprise, c'est la cachette. La cachette, c'est la douce. Venir en douce. Que l'ennemi ne sache pas que vous êtes en train d'arriver vers lui. Mais lorsque vous arrivez aussi où tout le monde, on sait que vous êtes en train d'arriver, et bien entendu, on vous piège. Ce serait intéressant que vous fassiez des recherches, faire des publications sur ce domaine stratégique de l'armée, peut-être, pourquoi pas? Peut-être dans l'avenir. Alors, comment interprétez-vous, d'une part, qui applaudissent cette décision du gouvernement tchadien, d'autre part, il y a un certain nombre de Tchadiens qui s'interrogent, est-ce que le gouvernement tchadien pourrait faire face aux conséquences, aux implications de cette décision? Pensez-vous que ceux qui s'interrogent sur les implications en termes de conséquences de cette décision ont-ils raison ou tort? Oui, je ne donnerai pas raison ni tort parce que les interrogations doivent être faites. En tant qu'être humain, nous pensons toujours les choses avant qu'elles se réalisent. Et cette façon de penser le risque de la décision du gouvernement est aussi une manière de préparer le gouvernement à assumer certaines conséquences qui pourraient advenir et que nous ne savons pas. Mais lorsqu'on prend une décision comme celle-là, on doit toujours parer à tout, se préparer. Et ces risques peuvent peut-être, comme vous le savez d'habitude, les gens redoutent l'armée française dans la mesure que lorsqu'on dénonce ces accords, du coup elle fomente des coups, elle organise quelques groupuscules de personnes qui vont venir donc chercher à renverser le pouvoir. Je pense que c'est ce risque-là que les gens ne veulent pas le dire, mais ils pensent que lorsque le gouvernement tchadien a décidé de rompre ses accords avec l'armée française, que l'armée française va s'organiser en peut-être un groupuscule, en tissant des liens avec quelques personnes qui veulent peut-être déstabiliser notre pays et qui pourront donc le faire. Mais je ne pense pas que le gouvernement tchadien se laissera faire. On va donc activer le mécanisme de sécurité, activer le mécanisme de renseignement pour que nos gouvernants, pour que l'armée tchadienne puisse savoir ce qui se passe. Et donc c'est le moment d'entretenir une bonne on va dire, une bonne équipe de renseignement et donc de les former, de former des gens dans le domaine de renseignement. Je pense qu'il doit déjà en avoir, parce que si on décide de rompre les accords, c'est qu'il y a une préparation. C'est des défis supplémentaires pour l'armée tchadienne. Je pense qu'ils se sont suffisamment... ils se sont préparés et on ne pense pas... C'est vrai que le monde politique est un monde de contestation. Vous allez prendre des décisions, les décisions seront toujours contestées. Elles feront toujours l'objet des remises en cause, l'objet d'analyses contradictoires à ce que vous pensez être le mieux pour le pays, ainsi de suite. Et ici, voilà la politique.
Donc on ne veut pas empêcher les gens de réfléchir comme ils pensent, mais aussi le gouvernement tchadien, ayant pris cette décision, a aussi mûrement mis en place le dispositif pour pouvoir parer à toute situation qui adviendrait. Monsieur Adamou, merci d'être venu commenter avec nous, disséquer la communication du président de la République hier, annonçant ou confortant les termes du communiqué annonçant la rupture de la coopération militaire avec la France. Je rappelle que vous êtes chercheur post-doctoral en sciences politiques. Vous êtes actuellement enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Djamena. Merci d'être venu commenter avec nous cette actualité très importante dans la vie de la nation tchadienne. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Nous nous sommes entretenus donc, sur l'intervention, la communication du président de la République avec cet invité sur le plateau. Merci à vous et nous estimons vous retrouver très prochainement pour un autre entretien. Au revoir.